Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'économie. L'avant-projet de loi sur les hydrocarbures adopté la semaine dernière en Conseil du gouvernement fait débat. Il est l'objet de nombreuses critiques se rapportant à la tenue, notamment concernant la nature des partenariats, concessions et contrats de partage de production. Sachant que son élaboration survient à quelques semaines de l'élection d'un nouveau président de la République. Quel sera son impact et quelle contribution à l'économie nationale? Autant de questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous M. Moustapha Hanifi, le directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Énergie. Bonsoir M. Hanifi. Bonsoir Madame, merci de l'invitation. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation, ainsi que le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, M. Arzqi Hosseini. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, merci de l'invitation aussi. Merci à vous aussi, ainsi que le directeur central juridique à Sonatrach, M. Ali Ammar. Monsieur Ammar, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci, messieurs. Messieurs, pour commencer notre débat, on va essayer de commencer avec vous, monsieur Hanifi. Monsieur, première question, le projet de loi sur les hydrocarbures, une loi qui a fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Hanifi, est-il urgent, selon vous, d'adopter un projet de loi sur les hydrocarbures dans la conjoncture actuelle, alors que le texte est dans les tiroirs du gouvernement depuis quelques mois, selon vous? Encore une fois, merci de l'invitation. C'est vrai, comme vous venez de le rappeler dans votre introduction, elle n'a pas fait couler beaucoup d'encre, elle a fait débat, c'est un sujet d'actualité, et c'est normal que ce soit un sujet d'actualité vu son importance. C'est une loi spécifique hydrocarbures. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est importante parce que c'est une loi qui régit l'exercice d'activité hydrocarbures dans son volet amont et dans son volet de transformation hydrocarbures. Quand on parle d'amont, on parle de tout ce qui est recherche, développement et exploitation des hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est le gaz et le pétrole. Et quand on parle de transformation, c'est la transformation du gaz et c'est la transformation du pétrole. Tout ce qui est pétrochimie et tout ce qui est raffinage pour la fabrication des carburants et pour la fabrication des produits pétrochimiques en ce qui concerne la pétrochimie. Il est important également, parce que c'est une loi qui encadre cette activité pour permettre à Sonatrach, seul ou avec ses partenaires, de produire du pétrole et du gaz pour assurer la sécurité énergétique du pays, et deuxièmement, pour garantir des revenus pour les pays. Essayer d'être plus indépendante peut-être, donner plus de liberté à Sonatrach? Oui, donner de la liberté, certes, parce que la Sonatrach doit exercer son métier. Donc il faudrait que quand même qu'elle soit qu'on l'allège un petit peu de tout ce qui vient greffer dans la gestion de l'activité hydrocarbure, donc tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est l'environnement, etc. Et laisser Sonatrach se concentrer sur son métier de base. Pour revenir au contexte, depuis la naissance des hydrocarbures en 1971, l'Algérie a connu deux grandes transformations. La première, c'était en 1986, la loi 86-14, qui nous a permis de signer quelque chose comme 83 contrats. Ce n'est pas rien, 84 contrats. Ce sont ces contrats qui nous ont permis de reconstituer les réserves hydrocarbures. Il y a eu quelque chose comme 2 milliards de tonnes équivalent pétrole, qui est un apport supplémentaire dans les réserves hydrocarbures. Ça, c'était grâce à la loi 90-14. C'est grâce aux 83 contrats qui ont été signés. Et c'est une loi qui nous a permis également d'assurer des revenus pour le pays. Par la suite, la deuxième transformation, c'était en 2005. La loi de 2005 qui a été amendée en 2013, qui malheureusement n'a pas donné les résultats escomptés, puisque c'est une loi qui nous a permis de signer que 12 contrats sur 4 appels d'offres successifs. C'est une moyenne de 2 à 3 contrats par appel d'offres. Ce qui représente très peu. Qui représente très peu. Par rapport au potentiel qui existe. Par rapport à celle qui existe.
Donc, partant de ce constat, nous avons jugé nécessaire d'apporter une nouvelle loi qui puisse nous permettre donc, de relancer l'investissement dans le monde pétrolier. Relancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter de la technologie et apporter un financement qui puisse nous permettre de faire de la recherche et de produire des hydrocarbures. On sait que c'est une loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que ce texte qui est en préparation est susceptible de brader les richesses du sous-sol, comme le dénoncent des dizaines de citoyens et d'experts, selon vous? Merci pour la question. En continuité de ce qu'a dit M. Hanifi, je vais un petit peu situer l'urgence de la loi. Pourquoi maintenant? Il a été montré dernièrement que vers 2030, nous allons consommer tout le gaz qu'on va produire en Algérie. Donc il n'y aura pas de gaz à l'exportation si on reste à ne rien faire. Ne rien faire, c'est-à-dire aucun contrat, aucun développement, rien du tout. Donc l'urgence, elle se situe donc si nous voulons ramener de nouvelles quantités de gaz avant 2030, il faut commencer maintenant. Parce que si on commence maintenant, il faudra une année pour les décrets, 2 ans pour les contrats, de la recherche, tout ça. Ça demande 6-7 ans pour produire la première, comme disait M. Hanifi, la première molécule de gaz. Donc si on ne s'y prend pas maintenant, on sera en retard. On ne sera pas au rendez-vous en 2030. Ce qui fait l'urgence. L'urgence, elle se situe dans cet aspect. Il faut commencer maintenant pour produire du gaz avant 2030 qui viendrait combler l'éventuel déficit. Qui sera... Donc c'est ça, c'est pour juste situer l'urgence. Mais on parle de brader Il n'y a aucun bradage des richesses, ça je vous le confirme. Nous sommes des Algériens, nous sommes dans le secteur depuis des années. Il n'y a aucun bradage. L'article 5, je vais vous le lire, si vous permettez. Oui, bien sûr. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Constitution, donc le texte de loi est conforme à la Constitution. Les hydrocarbures découverts ou non découverts situés dans le sol ou le sous-sol du territoire terrestre et des espaces maritimes sur lesquels l'État exerce sa souveraineté, donc nous exerçons notre souveraineté, l'État exerce sa souveraineté, où ses droits sont vrais, sont la propriété de la collectivité nationale. C'est écrit dans la loi. Donc les hydrocarbures sont la propriété de la collectivité nationale. L'État en assure la gestion dans une perspective de développement durable et de la valorisation dans les conditions prévues par la présente loi. Donc je ne vois pas comment brader des richesses. Les titres miniers appartiennent à l'État, c'est écrit dans la loi. Ils sont délivrés exclusivement à l'AFT, pas à quelqu'un d'autre, par décret présidentiel. Pour ceux qui disent que nous sommes en train de brader les ressources, d'abord il faut faire une différence entre ressources et réserves. Les ressources, c'est un potentiel. Il va falloir aller le chercher, ce gaz et ce pétrole. Nous savons que nous avons un potentiel important, mais là nous sommes en train de parler de réserves. Les réserves sont couvertes par des contrats. Dans ces contrats, il y a les droits et les obligations. Droits et obligations. Nous avons fait, au moment où on est en train d'élaborer cette loi, on a essayé de voir ce qui se passe chez les pays concurrents. En voyant ce qui se passe chez les pays concurrents, parce que nous sommes... On doit s'aligner quand même. Non, il faudrait qu'on soit attractif. Mais en voyant ce qui se passe, on s'est dit une chose, que la spécificité de l'Algérie et des Algériens, c'est leur jalousie par rapport à la souveraineté sur les ressources nationales, sur les hydrocarbures. C'est ça qui fait la spécificité de l'Algérie. Nous avons élaboré une loi qui garantit la souveraineté, notre souveraineté sur nos réserves, sur nos ressources. Et je dois encore rappeler la Constitution, notamment son article 18, qui dit que les ressources naturelles, c'est la propriété des collectivités nationales dans l'État et l'émanation. L'État émanation, et c'est l'État, en bout de chaîne, c'est l'État qui approuve les contrats.
c'est le Conseil des ministres qui approuve les contrats. Qui reste quand même le seul arbitre. Donc c'est pour vous dire que tous les contrats, ils subissent des contrôles dans tout le processus d'approbation. À commencer par le NAFT, on remonte au ministère, on a le gouvernement et on a le Conseil des ministres. Donc où est le bradage? C'est la bonne question. Monsieur Ali Ammar, pour rester toujours dans l'aspect juridique, on sait que l'avant-projet sur les hydrocarbures a été présenté au Premier ministre et a mis l'accent sur on sait que le maintien de la règle 51-49 et l'activité à l'investissement étranger. Monsieur Ali Ammar, comment attirer de nouveaux investissements, sachant que cette loi est toujours maintenue concernant la prochaine loi de finances 2020? Cette loi, ce projet de loi, je crois qu'il faut le préciser, est le résultat d'un diagnostic approfondi qui a été fait donc, auprès des différents acteurs dans le secteur des hydrocarbures. Les différents acteurs, ce sont aussi bien les compagnies pétrolières que les administrations qui agissent dans ce domaine. L'un des feedbacks des sociétés étrangères, c'est qu'elles ont dit la règle de 51-49 ne nous dérange pas. Au-delà de cela, c'est un principe qui a été donc adopté par l'État qui tient à cette règle. Ceci étant précisé, donc cette loi, elle est attractive. Donc le fruit d'un diagnostic, on a essayé d'éliminer ou de limiter les effets négatifs de la loi actuelle, c'est-à-dire la 0507, et d'en tirer les bénéfices qui existent. S'agissant de la règle 51-49, toujours. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit que c'est Sonatrach qui détient 51% dans un contrat d'exploitation ou de recherche d'hydrocarbures avec un partenaire étranger. Je rebondis un petit peu sur cette notion de bradage des richesses. Sonatrach, étant présente dans les contrats avec les partenaires, si vous permettez l'expression, veille au grain. Donc elle ne peut pas laisser un partenaire essayer d'exploiter n'importe comment les hydrocarbures dans le périmètre qui est attribué aux deux, à Sonatrach et à son partenaire. Et il y a bien évidemment la loi qui encadre tout ça, et le contrat qui va lier les deux parties, qui va également encadrer tout ça, en plus de l'acte d'attribution qui sera accordé par NAFT au partenaire. Monsieur Houssini, pour rester toujours dans l'optique de la production, selon certains experts qui disent que la solution est de revoir notre politique d'exploitation et augmenter le taux de récupération des anciens gisements. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur Houssini? Si vous permettez, un petit mot sur le 51-49. Le 51-49, il arrange les étrangers, les compagnies étrangères. Comment il arrange les compagnies étrangères? C'est pour ça qu'elles n'ont jamais, comme le dit M. Ali Ammar, ça ne les dérange pas, ça les arrange. Pourquoi ça les arrange? Au lieu de risquer 100%, ils vont risquer 49%. Il y a moins de risques pour les Il y a étrangers. moins de risques parce que dans l'exploration aujourd'hui, Sonatrach peut investir dans l'exploration à un taux qui va être déterminé. Donc le risque, dans la loi qui va venir, le risque sera partagé. Donc ils ne vont pas prendre le risque. Mais qui sera plus adéquat pour Sonatrach aussi, qui sera plus... Les répercussions des risques de l'investissement seront plus mais ça coûteux pour Sonatrach les compagnies, aussi. ça les arrange. Sachant que Sonatrach a un problème de financement aussi actuellement. Elle peut ne pas financer la partie exploration. Voilà. Elle peut ne pas, mais elle peut, comme elle peut aussi participer au risque. Donc ils ne vont pas dire non. Si vous dites on partage le risque, personne ne va dire non. Donc la règle 51-49, je pense qu'il faut passer dessus parce que ça arrange les compagnies étrangères. Maintenant, pour revenir à... Sur la solution de revoir la politique d'exploitation afin d'augmenter le taux de récupération des anciens gisements. Oui, ça c'est un volet qu'on a débattu longtemps à travers des conférences, tout ça. On a beaucoup de gisements, on a une trentaine de gisements qui sont matures, d'un certain âge.
Et je vais utiliser des termes, si vous permettez, pour que les gens comprennent. La récupération à la louche, c'est terminé. Il faut aller récupérer à la cuillère. Parce que c'est le fond de la marmite, la louche ne prend plus. Donc il faut utiliser de nouvelles technologies, que j'appelle la cuillère, pour aller récupérer ce qui reste. Il reste beaucoup. On récupère, dans les meilleurs des cas, 30% d'un gisement en récupération ultime. Il reste beaucoup de liquide au fond d'un gisement. C'est plus de la moitié. Qui est plus important, ça, M. Hassani? Il reste plus de la moitié à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies pour aller racler le fond du gisement, pour récupérer davantage. Et nous, pour justement, je pense que c'est dans la loi actuelle, M. Ali Ammar pourra le confirmer, ceux qui vont vers les récupérations, ce qu'on appelle tertiaires, la cuillère, parce que la louche, khlas, et on leur donne des incitations, surtout fiscales, n'est-ce pas? Voilà. Modification de 2013 qui a... Voilà. Donc c'est une opportunité, la récupération, améliorer la récupération. On a évalué ça à peu près à 7 milliards de barils qu'on peut récupérer en plus. 7 milliards multipliés par $50, ça vous fait 350 milliards de dollars. Monsieur Hanifi, pour rester toujours dans cette loi, on sait que plutôt quelle nouveauté apporte le projet de loi? Est-il en adéquation avec les besoins du pays, notamment en termes de relance de la production, comme vient de le dire Monsieur Hosseini? Aller épuiser, plutôt aller au fond des gisements pour gagner plus, peut-être en termes de production. Il y a la loi actuelle, la 2005, amendée en 2013. Non seulement elle n'attire pas les partenaires, mais plus que ça, cette loi décourage les partenaires qui travaillent chez nous en Algérie. Preuve en est, peu d'investissement. Preuve en est, de plus en plus de sociétés étrangères, partenaires de Sonatrach, opèrent à des cessions d'actifs. Il y a au moins une dizaine de compagnies qui cèdent leurs actifs en Algérie pour aller ailleurs, pour aller en Angola, au Mozambique, en Amérique latine, du fait de la loi. Du fait de la loi. Et surtout son volet fiscal. Nous avons un prélèvement fiscal des plus élevés au monde. 85% du revenu sont versés à l'État. Ce qui reste, les 15%, ce sont des 15% que se partage Sonatrach avec son partenaire pour rembourser les coûts et pour avoir une rémunération s'il y a rémunération. Donc, c'est un système fiscal qui n'attire pas, mais qui fait fuir les partenaires qui sont ici. À votre avis, est-ce que cette loi, ça va permettre de drainer de nouveaux contrats de partenariat, essayer de booster un peu plus Maintenant, l'objectif... Pardon. Ce que dit M. j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que même Sonatrach souffre de cette pression fiscale. C'est-à-dire Sonatrach est un sujet fiscal comme le partenaire, et donc cette pression affecte Sonatrach. Si vous permettez, madame, je vais dire la chose suivante, c'est que, c'est vrai, la loi n'est pas faite pour les partenaires, elle est faite pour Sonatrach aussi. D'accord? La Sonatrach seule ne peut pas couvrir 1,5 million de kilomètres carrés. La Sonatrach seule ne peut pas prendre en charge tout l'investissement. C'est 1,5 milliard de dollars par an. Uniquement pour financer l'activité amont. Et quand je dis amont, c'est l'activité recherche, développement, exploitation. 1,5 milliard de dollars par an que finance Sonatrach pour la recherche et le développement des gisements. Et le côté aval, M. Hanifi? Bon, le côté aval, pour développer le côté aval, et je pense que vous faites allusion à la pétrochimie, il nous faut du gaz. Et c'est ce que nous cherchons. Le but, c'est d'aller chercher du gaz. Le but, c'est de reconstituer nos réserves en gaz. Parce que c'est avec ce gaz que nous devons approvisionner le marché national, toute l'industrie, le domestique, etc. C'est 40 milliards de mètres cubes par an. Ce n'est pas rien. C'est avec ce gaz
qu'on doit exporter, notamment en Europe, c'est notre machine naturelle, pour amener des devises à l'Algérie. Et c'est avec ce gaz qu'on doit développer la pétrochimie. Parce que la charge pétrochimique, c'est le gaz. Et on ne peut pas assurer une industrialisation au niveau national s'il n'y a pas de pétrochimie. Le produit pétrochimique, le domaine d'utilisation est très large. Il est très large. Il est utilisé partout. Dans l'automobile, dans l'industrie, dans les bâtiments. Partout où vous allez trouver du plastique et des produits pétrochimiques. Des polymères, des polystyrènes, des polypropylènes, etc. Ce sont tout ça des produits pétrochimiques qu'il va falloir produire. Et pour le produire, nous avons besoin d'éthane. Et pour avoir de l'éthane, nous avons besoin de gaz. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Hanifi, que les investissements que fait Sonatrach seuls sont très lourds. Et dans le monde des hydrocarbures, le partenariat entre grandes compagnies pour exploiter des gisements, je parle d'exploitation au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien rechercher que produire. Donc elles n'hésitent pas à s'associer entre elles pour partager le risque, partager le financement, que ce soit avant, je vais revenir sur ça, et partager évidemment ensuite les revenus. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à s'associer avec des partenaires étrangers. Ça va soulager Sonatrach, ça va lui permettre de profiter d'un apport technologique qui est essentiel pour aller vers la récupération, ce que disait tout à l'heure M. Hosseini, des gisements que nous n'arrivons pas avec les moyens actuels à produire. Et ensuite, et tout ça, ça promet de donner des bénéfices importants, aussi bien pour Sonatrach que pour l'État. Très bien. Messieurs, dames, on revient. Monsieur, bienvenue à votre deuxième partie de votre émission. Toujours dans le domaine économique, plutôt dans le domaine de l'énergie. Monsieur Hosseini, on a parlé tout à l'heure, plutôt on a évoqué tout à l'heure dans la première partie le volet de la fiscalité qui représente un volet très important dans ce projet de loi concernant la loi des hydrocarbures. Un commentaire sur ça, monsieur Hosseini. Oui, je vais ajouter que la fiscalité qui est prévue dans ce projet de loi a été bien étudiée par tous les intervenants du secteur, ANAFT, ministère, Sonatrach. On a fait des benchmarks, c'est-à-dire on a regardé un peu dans le monde ce qui se fait comme fiscalité. Donc pour ne pas être plus cher que les autres pays, sinon si vous êtes plus cher, personne n'achètera vos produits si vous les vendez trop cher. On ne peut pas être attractif. Bien sûr. Donc ce volet fiscalité, il a été bien étudié par le secteur et on est arrivé à une fiscalité qui ne diffère pas trop des anciennes fiscalités en termes de structure, mais qui a été réduite de sorte à être au même niveau de ce qui se pratique au niveau international. Mais à côté de ça, pourquoi je suis revenu sur la fiscalité ? Le projet de loi actuel vise à attirer un plus grand nombre de compagnies. Donc ce n'est pas tellement la fiscalité qui est on l'a réduite certes, mais ce que nous cherchons, c'est à augmenter l'assiette fiscale. C'est-à-dire au lieu de faire 80% de zéro, je vais faire 60% de 40. C'est mieux. Donc c'est vrai qu'on a modifié la fiscalité, mais à côté, la loi a été rédigée et conçue, la conception de ce projet de loi a été conçue avec cet objectif d'avoir un grand nombre de compagnies qui vont payer des impôts à 60 ou 65%, au lieu d'avoir aucune compagnie qui va payer un impôt de 85 fois 0. Avoir plus de clients. Avoir plus de clients. Vous réduisez les prix. Vous avez un magasin, vous réduisez les prix, mais vous avez plus de clients. Donc vous gagnez plus, vous faites votre chiffre d'affaires, il augmente. Monsieur Hanifi ? L'objectif, ce n'est pas de garder un taux de prélèvement fiscal le plus haut. L'objectif, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Et pour élargir l'assiette fiscale, nous avons besoin de plus de production. Et nous avons besoin de plus de revenus. Notre objectif, c'est d'abord de relancer l'investissement dans l'activité amont, tout ce qui est recherche, développement et production d'hydrocarbures, mais surtout de garantir des revenus pour l'État. C'est ça l'objectif. C'est d'améliorer,
de maintenir, voire améliorer, et c'est ça l'objectif, le revenu fiscal de l'État. C'est ça l'objectif. Actuellement, nous sommes en train d'une moyenne de 30 découvertes par an, faites par Sonatrach, seul. Nous avons cumulé quelque chose comme 150 découvertes qui sont en stock, et que nous ne pouvons pas développer du fait d'une fiscalité excessive et d'un prix du baril qui est relativement bas. Donc, ce sont ces deux éléments qui ne permettront pas à Sonatrach d'avoir une rentabilité sur ces gisements. Monsieur Hanifi, vous avez évoqué un point important, celui de la production. C'est que la production nationale d'hydrocarbures est en déclin, ce qui pourrait, en vue de la croissance rapide de la consommation interne, compromettre les exportations. Monsieur Hanifi, quelle solution préconisez-vous? C'est vrai qu'il y a un taux de croissance au niveau du marché national, taux de consommation, qui est relativement élevé. Quelque chose comme 7% par an. Nous avons des réserves qui ne sont pas renouvelées. Et nous avons une production qui ne suit pas la croissance de la consommation. Avec ces trois paramètres, nous avons consommé quelque chose comme 60% de nos réserves. Encore une fois, réserves couvertes par des contrats. Je ne parle pas des ressources. Il reste 40% des réserves récupérables en place. Si on ne fait rien, maintenant, nous allons nous retrouver à l'horizon 2030. Les scénarios pessimistes disent beaucoup moins que 2030, 2025, 2028. Nous allons nous retrouver avec un bilan déficitaire. Ça veut dire quoi, déficitaire? Ça veut dire que nous n'aurons pas, d'ici 2030, suffisamment de gaz pour exporter. Encore mieux, nous n'aurons pas suffisamment de gaz pour assurer la consommation du marché national. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est la seule solution nous sommes, si on ne fait rien maintenant, nous acheminons vers une crise qui sera beaucoup plus importante que toute autre crise. C'est maintenant que nous devons agir. Mais pourquoi avoir attendu maintenant pour déclencher cette... On aurait dû signer les contrats déjà, ça fait une année. Le projet de loi n'a pas été fait à pied levé et dans la précipitation. Ça fait au moins 2 ans qu'on travaille sur ce projet de loi. 2 ans que nous avons fait toutes les simulations possibles et imaginables. Nous avons vu ce qui se passe autour de nous, et surtout en Afrique, parce que maintenant l'Afrique c'est devenu un continent captif pour les investissements. Il faut être compétitif, il faut être attractif. On a parlé de consultation des compagnies étrangères pour l'élaboration de cette loi. Monsieur Hanifi, un commentaire sur ça. On sait que c'est un point qui a été beaucoup critiqué concernant la consultation pour l'élaboration de ce projet de loi sur les hydrocarbures. Madame, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette question de consultation. Je peux vous dire de façon définitive que le projet de loi a été fait par les compétences nationales. Les orientations, les axes stratégiques ont été fixés par un comité de pilotage qui est présidé par le ministre. Un comité qui est constitué des premiers responsables du secteur. Il y a eu des groupes de travail constitués des experts de Sonatrach, du ministère, des agences, qui ont travaillé durement sur ce projet. C'est tout à fait normal qu'on regarde ce qui se passe autour de nous. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel et pour être compétitif, il faut se placer par rapport aux autres pays producteurs. Il fallait voir les points forts et les points faibles de nos concurrents, si on veut être attractif. Pour avoir ces informations,
Pour avoir ces informations, nous sommes obligés de nous faire accompagner par un bureau qui puisse nous ramener les données. De ce qui se fait ailleurs. Les données. Mais personne, je dis bien personne, ne nous a dicté quoi que ce soit dans l'élaboration de la loi sur le carburant. Nous l'avons réfléchi nous-mêmes, nous l'avons élaboré nous-mêmes, nous l'avons conçu nous-mêmes. Et c'est tout à fait normal qu'on se fasse accompagner par une expertise internationale pour qu'on puisse, ce que disait M. Husseini, pour faire un benchmark, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe autour de nous pour qu'on soit attractif. Autre point, M. Husseini, pour essayer de rester toujours dans l'optique de la production, c'est que cette nouvelle loi devrait mettre l'accent sur la production offshore. M. Husseini, et quel est le potentiel offshore dont dispose l'Algérie? Oui, donc c'est une loi qui ne fait pas de différence en réalité entre l'offshore, ce qui se passe en mer, l'onshore et les non conventionnels même. L'offshore, vous savez que l'Égypte Eni a fait une découverte importante au large des côtes égyptiennes. Il y a eu des découvertes au large des côtes libanaises et Chypre. Donc, nous ne voulons pas rester en reste. On va aller regarder s'il y a un potentiel. Enfin, le potentiel, il est là, mais il faut le confirmer. Parce que quand Est-ce que c'est un volet dont l'Algérie devrait miser aussi, oui, c'est un volet. Il y a un domaine minier qui pourrait contenir ou receler des hydrocarbures. Il faut dans un premier temps, ce que nous voulons faire dans un premier temps, peut-être pas produire tout de suite, parce que ça coûte très cher, mais à la limite, savoir ce qu'il y a comme potentiel, évaluer ce potentiel. On est dans l'évaluation du potentiel. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'hydrocarbures au large de nos côtes? Personne ne le sait. Donc il faut d'abord qu'on réponde à cette question. Oui, il y a des hydrocarbures. Combien? Ensuite, combien? C'est pour faire l'évaluation économique. Est-il rentable d'aller le chercher ou bien d'attendre plus tard que les prix augmentent? Il y a un tas de facteurs qui jouent sur l'économie et qui vont rentrer au moment voulu. Donc dans un premier temps, nous allons faire de l'évaluation de notre domaine minier offshore, qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas eu de forage. Il y a eu de la sismique en surface. Sismique, c'est une échographie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on n'a jamais fait un forage pour aller confirmer quoi que ce soit. Donc ce projet de loi, qui, à mon avis, prend bien en charge cet aspect, offshore et autre chose, permettra à l'Algérie de développer, d'évaluer, de développer son potentiel offshore. Avec ce niveau de fiscalité, c'est possible. Avec le niveau de fiscalité actuel, l'offshore, il n'est pas question. Parce qu'aucune compagnie ne viendra mettre de l'argent avec une fiscalité de 80-90% de ce que prélève l'État. C'est 85-90%. Donc personne ne viendra nous aider l'offshore si on reste sur la loi actuelle. C'est à vous, M. Hanifi? Vous avez un point à ajouter concernant l'offshore? Pour l'offshore, vous savez qu'il y a une superficie de 100 000 km² d'offshore qu'il va falloir couvrir en sismique. La sismique, c'est pour qu'on sache s'il y a un intérêt pétrolier ou gazier. Ce n'est pas ni de la production ni rien du tout. D'accord? Mais nous savons qu'il y a un potentiel important en offshore. Nous savons qu'il y a un potentiel important puisque en Égypte, il y a eu une découverte très importante. Nous sommes sur un bassin sédimentaire qui est à peu près similaire. Donc à l'identique, nous savons qu'il y a un potentiel un peu important. Mais ce que je dois dire, c'est que le forage d'un puits en onshore, c'est-à-dire sur terre, il fait 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, un seul puits. Un seul puits fait 10 millions de dollars. Nous ferons quelque chose comme 100 puits par an. C'est énorme. C'est énorme. En offshore, il fait 7 fois plus. C'est 70 millions de dollars pour forer un puits. Alors avec cette loi, je vous laisse tirer les conséquences.
Que pensez-vous de l'affaire de la vente des actifs d'Anadarko et quel serait son impact sur la Sonatrach, M. Ali Ammar? D'abord, je vais préciser que ce n'est pas Anadarko qui veut céder ses parts dans les contrats qu'il a liés à Sonatrach. Anadarko est une société qui a été absorbée. Donc, il y a eu un changement de contrôle qui a été absorbé par une autre société qui s'appelle Occidental. Donc, il y a une nuance. Cette nuance est prise en charge par la loi en vigueur. Nous sommes dans le cadre de la loi 86-14. Évidemment, elle a été abrogée par la 2005, mais elle continue à produire ses effets pour les contrats qui ont été conclus sous son égide. Donc là, il y a que prévoit la loi et ses textes d'application en matière de changement de contrôle. La société notifie donc au ministère le changement de contrôle et ensuite il appartient au ministère, au bout de 90 jours, de répondre. C'est soit oui, soit non. Donc au-delà d'Anadarko, je vous dis ce que prévoit la loi en matière de changement de contrôle. Donc il appartiendra au ministre de dire que ce changement de contrôle est compatible avec les intérêts de l'Algérie ou non. Autre partenaire, celui de l'américaine ExxonMobil, qui a annoncé récemment avoir mis entre parenthèses ses actions, plutôt ses contrats préliminaires, en vue d'éventuels partenariats avec le groupe Sonatrach. Monsieur Fahanifi, comment jugez-vous l'impact de cette information sur l'entreprise nationale? Écoutez, il y a quelques minutes, je vous parlais des cessions d'actifs des entreprises qui sont présentes chez nous. Encore une fois, je reviens à la loi. Du fait de la loi. Parmi ces entreprises, Anadarko. Anadarko a vendu ses actifs à travers le monde, ou c'est une fusion plutôt, c'est une fusion à Occidental. Et dans ce monde, il y a l'Afrique. Et dans l'Afrique, il y a l'Algérie. Il y a des dispositions de loi, l'article 32, je pense, qui dit que nous avons 3 mois pour nous prononcer cette opération. Le ministre se prononce 3 mois sur le plan. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intérêt de Sonatrach et l'intérêt de l'Algérie sera préservé. Monsieur Hanifi, si on devait faire un état des lieux sur les erreurs de l'ancienne formule concernant les partenariats justifiant un changement concernant cette loi, quelles sont les erreurs qui ont été commises par l'ancienne loi, selon vous, concernant les partenariats? Il faut tirer les enseignements. On ne va pas parler d'erreurs, il faut tirer les enseignements. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous ne sommes pas seuls sur le domaine minier national. Nous travaillons en partenariat avec des entreprises pétrolières. Toutes ces entreprises pétrolières disent que vous avez une loi qu'il faut revoir. Qu'il faut revoir. Est-ce qu'on va accepter de se retrouver tout seul sur un domaine minier aussi large que celui de l'Algérie? Est-ce que Sonatrach a les moyens pour couvrir en sismique, en forage, etc., 1,5 million de kilomètres carrés? Sonatrach a-t-elle les moyens? Elle n'a pas les moyens, évidemment. Elle n'a pas les moyens. Est-ce qu'elle a les moyens financiers et technologiques pour couvrir 1,5 million de kilomètres carrés en onshore? Est-ce qu'elle a les moyens financiers et technologiques pour couvrir 100 000 kilomètres d'offshore? C'est impossible. Monsieur Hosseini? Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au changement de contrôle, aux sessions de participation. C'est un élément de l'attractivité. Parce qu'une compagnie, même à l'étranger, une compagnie pétrolière, elle regarde comment on rentre, mais elle regarde aussi comment on sort. Si elle rentre et qu'elle ne peut pas sortir, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Ça, c'est une des conditions. La stabilité juridique représente un élément très important. C'est un des volets de l'attractivité. Il faut que quand une compagnie investit en Algérie, si elle veut partir, il ne faut pas qu'on la bloque. Si la loi elle est bloquante sur cet aspect, ils ne rentreront même pas. Donc ils regardent cet aspect de comment rentrer, how to get in and how to get out. Ça, ils le regardent systématiquement. Donc la loi actuelle, le projet de loi actuel, il
La loi actuelle, c'est 90 jours. Parce que ouais, quand il veut vendre ses parties, ses parts, il ne faut pas qu'il reste une année. Sinon, il y a une dévalorisation. Donc, il faut les vendre rapidement. Le time is money, le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, il faut qu'ils vendent rapidement. Si on les bloque sur cet aspect, parce que j'ai vu des gens qui parlaient d'une année, il faut donner à Sonatrach une année pour exercer son droit de préemption. Si on met une année dans la loi, personne ne viendra. Pour qu'il vende ses participations. Il ne va jamais accepter ça. Donc c'est un aspect important, comment rentrer dans un pays et comment en sortir, éventuellement. Monsieur Alamal. J'aimerais revenir sur, M. Hanifi a parlé donc des limites qu'a prouvées la loi actuelle et les enseignements qu'il faut en tirer. Le premier enseignement qui en a été tiré, c'est d'abord l'attractivité qu'avait produit la loi 86-14. C'est à partir de là, donc en partant de là, le projet de loi prévoit 3 types de contrats. Les 3 types de contrats qui existaient dans la loi 86-14 et qui sont connus dans le monde des pétroliers, c'est-à-dire le contrat de partage-production, le contrat de service à risque et le contrat de participation. Donc le projet de loi prévoit disons, une fourchette d'options pour le partenaire et aussi pour Al-Naft qui va selon contrat. Non, pas le contrat. Selon le gisement qui va être mis en concurrence, qui va être offert, on peut choisir tel ou tel type de contrat. Ceci d'une part. D'autre part, pour Sonatrach, lorsqu'elle intervient seule, Al-Naft toujours lui attribue une concession à moi. Et j'aimerais faire, disons, la jonction sur cette notion de concession qui a été beaucoup décriée. Et c'est pour ça que les gens disent bradage des richesses de l'Algérie, parce qu'on va accorder des concessions aux étrangers qui vont faire ce qu'ils veulent sur le territoire algérien. Ce n'est pas du tout le cas. La concession est attribuée uniquement à Sonatrach. Uniquement. Et bien évidemment, Sonatrach va agir, donc va exploiter ce gisement sous excusez l'expression, la surveillance, sous la supervision d'Al-Naft et des autorités. Cette concession est attribuée après son passage en Conseil des ministres. Si Sonatrach veut qu'un partenaire l'aide par rapport à un gisement donné, la concession est transformée en contrat, en l'un des 3 contrats, et évidemment ça repasse en Conseil des ministres. Monsieur Hanifi, pour clôturer cette émission, un dernier mot à ajouter par rapport à cette fameuse loi. Fait des simulations qui nous garantiraient l'approvisionnement du marché à long terme, à très long terme, mais également d'assurer un revenu pour l'État. Le contraste ou le paradoxe, c'est que nous avons un potentiel énergétique extrêmement important qui nous place parmi les premiers dans ce monde, et nous avons des réserves qu'on ne peut pas renouveler du fait de cette loi. Nous avons travaillé pour proposer un projet de loi qui puisse sécuriser le pays. Je dis bien sécuriser le pays sur le plan énergétique. Plus on perd du temps et plus on va vers l'inconnu. Nous devons maintenant réagir pour que dans 7 ans, nous puissions avoir du gaz pour renouveler les réserves hydrocarbures du pays. Pour que dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, nous puissions garantir la sécurité énergétique du pays et que nous puissions ramener des revenus pour le pays. Très bien, je vous remercie Monsieur Hanifi. Je le rappelle, il y avait avec nous sur le plateau le directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Énergie, Monsieur Mustafa Hanifi, ainsi que le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources hydrocarbures, Monsieur Erzri Houssini, ainsi que Monsieur Ali Amar, directeur central juridique à Sonatrach. Merci messieurs.